Tandis que la République des Républicains, c'est-à-dire la République des affairistes, des Républicains pour rire, continuait sa petite carrière profitable et tranquille. Voilà qu'elle va être brusquement secouée dans les années 86-88 par un militaire retentissant. Alors, comment les choses se sont-elles présentées? On a les élections de 81, puis de 85, puisque vous savez qu'il y avait tous les 4 ans des élections générales, avaient donné toujours les mêmes résultats, c'est-à-dire une majorité républicaine. Les royalistes étaient complètement enfoncés. Vous vous rappelez peut-être que je vous disais qu'en 76, il était tombé à 170, ils sont remontés en 85 jusqu'à 210, mais sur une chambre de 600 députés, vous comprenez qu'avec 210, c'était tout de même terriblement la minorité. Alors c'est donc la majorité républicaine qui travaille, avec des gens comme Fraissinet, par exemple, ou comme Ferry, comme vous savez, des gens qui organisent soi-disant de grands travaux d'intérêt public et qui sont en réalité extraordinairement profitables aux gens de l'économie accaparée. Il y avait tout de même une gauche, même une extrême gauche. Vous savez, l'extrême gauche de cette époque-là n'était pas terrible. Il y avait tellement peu de socialistes à la Chambre. Aux élections de 85, on en comptait 7 ou 8 de socialistes, pas plus. Mais il y avait une fraction du Parti radical, surtout avec Clémenceau, dont l'évolution sera bien différente, qui à cette époque étaient vraiment des républicains assez rouges. Alors on avait, après les élections de 85, on avait tout de même fait appel à un ministère dit radical, avec un vieux brave homme qui s'appelait Brisson. Malheureusement, le ministère radical avait mis dans ses projets, l'impôt sur le revenu. Et vous savez à quel point la droite et le centre étaient décidés à empêcher, mais systématiquement et toujours, de passer l'impôt sur le revenu qu'on appelait l'inquisition sur les fortunes et le secret des fortunes violées. Si bien qu'au début de janvier, le 7 janvier, je crois, 86, le Brisson radical gentil, vous savez, rosâtre, tombe. Il est remplacé de nouveau par Fraissinet, qui revenait périodiquement à la présidence du Conseil. Et Fraissinet va appeler, comme ministre de la guerre, un nouveau venu, qu'on ne connaissait pas encore bien, qui s'appelait le général Georges Boulanger. C'était un assez beau garçon. Il avait 49 ans, il faisait jeune. Il était cambré, il était élégant, il avait toujours des chevaux très remarquables, il avait une très belle barbe. C'est un garçon qui avait fait une très brillante carrière. Il avait combattu sous l'Empire en Kabylie, puis en Cochinchine. Au moment de la répression de la Commune, il était parmi les troupes versaillaises. Il n'était pas encore à ce moment-là général. Il va devenir brigadier en 1880, 1884, je crois. Il est divisionnaire. Il est même chargé du commandement supérieur des troupes d'occupation française en Tunisie. On sait également qu'il a une liaison, mais une liaison distinguée, enfin une liaison très bien. Il est l'amant de Madame Marguerite de Bonnemain, qui est une fille d'officier, ce qui est très convenable, et qui est la femme divorcée d'un officier aussi. Vous savez, dans le monde parisien, un homme est jugé pour une part sur la qualité de ses maîtresses. Alors le fait que monsieur le général Boulanger soit l'amant de Madame Marguerite de Bonnemain, qui est une personne tout à fait convenable, ça le place. C'est quelqu'un qui est plutôt républicain, qui se déclare républicain. C'était facile de se dire républicain à ce moment-là, il suffisait de parler à la messe, la plupart des officiers allaient à la messe, lui, il n'y allait pas. Et même, il donnait un peu dans l'anticléricalisme, enfin, il faisait des plaisanteries antireligieuses qui plaisaient assez. Et il était l'ami personnel de Clémenceau, un ami lointain, puisqu'ils avaient fait leur classe ensemble, au lycée de Nantes. Oui. Et puis le père de Boulanger avait été persécuté sous l'Empire comme un républicain. Enfin, toujours est-il que c'est en sa qualité de général républicain, et parce qu'il passe pour un homme de gauche, et même quasiment pour un général, c'est curieux, d'extrême gauche, c'est en cette qualité que Fraissinet, qui vient de constituer un ministère centre-gauche, et pour faire plaisir à l'extrême gauche, enfin l'extrême gauche de Clémenceau, dit on va prendre le général Boulanger. Alors voilà Boulanger qui arrive au pouvoir, et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va commencer par justifier sa réputation d'homme de gauche. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est qu'il raye des cadres, enfin, il renvoie hors de l'armée le duc d'Aumale. Qui c'est le duc d'Aumale? Ben, c'est un des fils de Louis-Philippe. Oh, c'est un des fils de Louis-Philippe qui ne désirait pas tellement monter sur le trône. Vous savez, il avait 2 ambitions, cet homme. Il voulait être chef d'armée, enfin, général de corps d'armée, et voulait être académicien. Il aura les 2 choses, mais tout de même, enfin, c'est un prétendant bien tranquille, mais enfin, c'est un prétendant royaliste. Alors, le général Boulanger, pour montrer à quel point il défend la République, va rayer des cadres ce chef du 7e corps qui était d'Aumale. Ceux qui savent le fond des choses trouvent que c'est pas très élégant, étant donné qu'on va publier des lettres qu'avait écrites autrefois le général Boulanger au duc d'Aumale, quand il était sous ses ordres, et il lui demandait respectueusement, et même avec une espèce de flagornerie, de bien vouloir aider à son avancement. Ça manquait un petit peu de dignité. D'autre part, voilà qu'il prend à peine le pouvoir, c'est donc en janvier 86, il y a une grève à Decazeville. Il y avait toujours périodiquement des grèves dans les endroits miniers. Et naturellement, le gouvernement envoyait immédiatement de la troupe pour faire tenir tranquille les grévistes.
Vous verrez des grèves beaucoup plus terribles, comme celle de Fourmi en 91, dont j'aurai bientôt l'occasion de vous parler, où là, on a tiré sur la foule. Mais c'est vrai que le général Boulanger avait donné aux soldats qu'il avait envoyés à Decazeville pour faire tenir tranquilles les mineurs des instructions extrêmement apaisantes. Et comme on faisait une interpellation à la Chambre pour demander « Mais qu'est-ce que fait l'armée là-bas? Est-ce qu'elle se tient bien? Enfin, est-ce qu'elle défend nos grands intérêts ?» Le général Boulanger, un peu courageusement, ou si vous voulez, avait répondu « Vous savez ce qu'ils font, mes soldats là-bas? Eh bien, il n'y en a pas un seul qui ne partage sa miche de pain et sa soupe avec les mineurs grévistes. » Ça avait passé, c'était un petit peu excessif, mais enfin, on avait accepté ça. Il avait un slogan d'autre part. Peut-être vous rappelez-vous que je vous ai dit que les instituteurs n'allaient pas au service militaire. Ça va changer en 89. Ce privilège était partagé aussi par les séminaristes. Alors, le général Boulanger voulait qu'il n'y ait plus de privilège pour le service militaire, que tous les Français, quels qu'ils fussent, allassent à la caserne, et en particulier, il les tenait particulièrement pour les séminaristes. Et il y avait un slogan, un peu vulgaire, « Les curés, sac au dos ». Eh bien, ça plaisait beaucoup. Vous savez, la foule parisienne reste toujours un peu cocardière. Elle poussait, surtout dans les faubourgs, des cris de corbeaux au passage des soutanes. Et comme en plus, alors il disait les curés, sac au dos, c'est-à-dire les curés qui vont faire maintenant du militarisme et des soldats comme les autres, le double aspect de ce slogan plaisait à la foule. Si bien que une popularité considérable commence à se développer autour de lui et que, à la revue du 14 juillet 1886, revue du 14 juillet, c'est un succès foudroyant, au point que le grand chanteur de l'époque, qui s'appelait Paulus, qui travaillait avec les chapeaux sur l'oreille, qui chantait des chansons assez grivoises, mais qui plaisaient à la foule, Paulus va faire immédiatement une chanson qui deviendra extrêmement célèbre, et qui s'appelle « En revenant de la revue », et qui est pour célébrer le brave général Boulanger. Ben, ce brave général Boulanger, il fait des choses très gentilles pour l'armée. C'est lui qui va imaginer de peindre en tricolore les guérites. Le gars qui monte à la garde, enfin à la porte de la caserne, il est plus content, il est plus fier d'être dans une boîte qui est tricolore. D'autre part, il a décidé que le samedi soir, il y aurait une permission de 1 heure du matin. Jusqu'à présent, c'était minuit, spécialement pour les sous-officiers, mais enfin, tous les hommes de troupe, dans une garnison, pourront ne rentrer le dimanche matin qu'à 1 heure du matin. Ça leur permettra d'être un peu plus tranquille au bordel. D'autre part, le même général Boulanger a décidé qu'il ferait des réfectoires pour les soldats. Jusqu'à présent, les soldats, ils mangeaient comme ils pouvaient, vous savez, dans la cour, dans des couloirs. Non, réfectoire pour les soldats. Il y a un mess pour les officiers, pourquoi est-ce que les soldats n'ont pas le droit de s'asseoir? Il faut dire qu'il a fait quelque chose d'un peu plus sérieux aussi, il a changé l'armement, et il avait donné le fusil Lebel, qui pendant des années va faire merveille. Enfin, il est entouré d'une grande estime dans l'armée. Il a même donné, j'ai oublié de vous le dire, des chevaux au capitaine. Jusqu'à présent, il fallait être commandant pour avoir droit à un cheval, et maintenant les capitaines pourront être également montés. Vous voyez que sa popularité est parfaite. Maintenant, il a une politique extérieure. En principe, un ministre de la guerre ne doit pas avoir de politique extérieure, hein, c'est le ministre des Affaires étrangères qui s'en occupe. Mais lui, il en a une. Au point que, vous vous rappelez que c'est en janvier qu'il a pris le pouvoir, voilà qu'en avril, il demande une réunion urgente et secrète du Conseil des ministres parce qu'il dit « Mes attachés militaires m'ont appris qu'il y avait à Dresde, ça vient de se tenir à Dresde, une réunion générale des attachés militaires allemands en vue de préparer une attaque brusquée contre la France. » C'est faux. Probablement, oui, il y avait une réunion générale des attachés militaires allemands en Europe, à Dresde, mais il n'avait certainement pas parlé d'une attaque contre la France. Je vous ai assez dit que Bismarck, à ce moment-là, n'a qu'une seule préoccupation, pas d'histoire avec la France, arranger son unité allemande, et surtout pas de guerre. C'est pas le moment. Hein. Néanmoins, le général Boulanger dit, je suis sûr de ce que j'avance, il fait organiser tout seul, de son chef, sans en référer au Conseil des ministres, des baraquements nouveaux sur la frontière, et il va même très fort, il va préfacer un livre qui s'appelle « Avant la bataille ». Comme si ce général voulait être le général revanche et ne désirait qu'une chose, c'est qu'il y ait un conflit militaire où il puisse couvrir de gloire à l'égard de l'Allemagne. Ça, c'est en avril 86. Le 20 avril 87 arrive un énorme incident. Le commissaire de police d'un petit patelin, d'un petit village sur la frontière qui s'appelait Pagny-sous-Moselle, et ce commissaire de police s'appelait Schneebele, est arrêté par les Allemands. Le Brécourt, qu'il a été arrêté en territoire français par les Allemands, ce qui est une violation de frontières, ce qui est une chose épouvantable, et le général Boulanger jette feu et flamme. Il décide qu'il faut obtenir immédiatement que les Allemands rendent ce Schneebele avec ultimatum et menace de guerre. Et il demande au Conseil des ministres la mobilisation immédiate. Minute, dit le gouvernement, enfin on ne va pas aller si vite, il faut une enquête. On va s'adresser diplomatiquement à Bismarck pour demander ce qui s'est passé. Et on s'aperçoit que les choses ne sont pas passées du tout comme l'avait raconté Boulanger. Le Schneebele, le commissaire de police, n'a pas du tout été arrêté en territoire français. Il a été arrêté en territoire allemand. Qu'est-ce qu'il faisait en territoire allemand? Eh bien, c'est vrai qu'on lui avait tendu un piège. Un commissaire de police allemand, sachant quelles étaient les activités réelles de ce Schneebele, l'avait invité cordialement en territoire allemand.
Et là, dès que le Schneebly s'était trouvé en territoire allemand, on lui avait mis le grappin dessus, on l'avait arrêté, car il était convaincu d'espionnage. Ah ben Bismarck, vous savez, il n'en fait pas une affaire, avec une espèce de rondeur joviale. Oh, il dit au gouvernement français, vous savez, ces choses-là arrivent, nous aussi, on a des hommes chez vous, enfin, c'est pas une histoire, je vais vous le rendre, votre Schneebly. Ça va permettre, puisque Schneebly est rendu, ça va permettre au général Boulanger de dire, vous voyez, j'ai terrifié l'Allemagne, j'ai fait reculer même le chancelier de fer. Il a eu peur de moi. Il faut savoir aussi quelle avait été l'agitation de la presse nationaliste, qui à ce moment-là était une presse de gauche. Hein. Je vous apporter des citations. Le Progrès de Lyon, journal radical, enfin radical doucement. Tôt ou tard, la guerre éclatera, cherchée et provoquée par l'Allemagne. Voilà ce qu'écrivait parallèlement le Radical du Midi. L'idéal de M. de Bismarck, c'est de faire de la France une seconde Pologne. Puis voilà la Dépêche de Toulouse, qui est le grand journal radical du Midi. Bismarck, c'est le grand criminel. Alors Bismarck, tout de même, était un petit peu inquiet de voir une pareille agitation nationale et chauvine en France, et il avait décidé, par mesure de sécurité, de porter, c'est en janvier 80... Non, c'est en avril 87, oui, de porter à 500 000 hommes le nombre des soldats allemands, de l'armée allemande, sur pied de paix. Ben, vous voyez, ça, c'est le début de ce qu'on va appeler l'escalade. C'est un mot qui a été créé plus tard. À savoir que chaque geste de riposte est interprété immédiatement comme un geste de menace. Le gouvernement français, pratiquement, avait désavoué Boulanger. Il avait trouvé qu'il nous avait mis dans une situation ridicule, et en Conseil des ministres, il avait été décidé, mais on ne publiera pas ça dans la presse, qu'il sera dorénavant absolument interdit, car c'est inadmissible, avait dit le gouvernement français, d'employer un fonctionnaire à des besognes d'espionnage. On avait déplacé le Schneebly et on n'en parlait plus. Voilà qu'un nouveau ministère se constitue, c'est le ministère Rouvier, et ce ministère juge que Boulanger est vraiment indésirable. C'est un homme qui provoque des incidents, c'est quelqu'un de redoutable, il faut se passer de lui. Alors après 1 an et demi de possession de son portefeuille de ministre de la Guerre, Boulanger n'est plus ministre de la Guerre. Et ça lui est extrêmement pénible. Seulement, comme il avait dans l'opinion publique cette passion que je vous ai décrite, grâce à Paulus et grâce à ses slogans, il va y avoir autour de lui une agitation. Comment? Il n'est plus ministre de la Guerre, c'était l'homme qu'il nous fallait, c'était le fameux général Revanche. Et comme le gouvernement lui a donné une affectation, on l'a envoyé Clermont-Ferrand à la tête du 13e corps, le jour où il doit partir pour Clermont-Ferrand, qui est le 8 juillet 1887, il se passe à la gare de Lyon une manifestation vraiment gigantesque. On savait à quelle heure devait partir Boulanger, il l'avait fait dire du reste. Alors la gare de Lyon est littéralement envahie par des milliers, des dizaines de milliers de gens qui sont là, agités, qui obstruent les voies, qui se couchent devant la locomotive du train qui devait emmener Boulanger, qui sont sur le toit des wagons, qui sont partout, enfin, en disant « partira pas, c'est Boulange, c'est Boulanger qu'il nous faut ». Une histoire énorme, hein. La préfecture de police avait envoyé Lépine, qui deviendra plus tard préfet de police, et qui n'était à ce moment-là que secrétaire général de la préfecture, et qui va parler avec Boulanger. Qu'est-ce qu'on fait? Boulanger, vous savez, c'est un homme finalement raisonnable qui se dit je ne peux rien faire pour l'instant, je n'ai qu'à rejoindre l'affectation qu'on m'a donnée. Du reste, il a déjà donné rendez-vous à à sa maîtresse, à Madame de Bonnemain, qui l'attend à Clermont-Ferrand. Il l'aime beaucoup, cette femme, il n'a qu'une idée, c'est de la retrouver. Alors lui-même dit au préfet de police, écoutez, arrangez-vous pour que les gens ne s'aperçoivent pas que je m'en vais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'entoure d'agents de police du reste en civil, la foule ne peut pas le suivre toujours du regard, on le fait traverser des voies à travers la foule, on ne sait pas où on l'emmène, et on l'emmène en réalité vers une locomotive unique, vous savez, on appelle ça une locomotive haut le pied, elle est toute seule, il n'y a pas de wagon, et cette locomotive, il va monter dessus, il va être à côté du chauffeur, la locomotive va jusqu'à Charenton, et à Charenton, là, il y a un autre train spécial avec wagon-salon qu'on a préparé pour lui, et il va s'asseoir tranquillement sur sa banquette en disant ouf, très content de ce qui s'est produit parce qu'il a mesuré sa popularité, mais d'autre part, content que ça n'aille pas au-delà et qu'il puisse retrouver Madame de Bonnemain là-bas. Néanmoins, il est assez ennuyé de ce qui lui arrive. Sa grande idée, c'est de tâcher de revenir au ministère. Et il faut savoir qu'à ce moment-là encore, ce Boulanger qui va devenir ce que vous allez voir est encore détesté par la droite. Il apparaît comme le radical. Hein. Alors voici une citation du journal L'Autorité. C'était Cassagnac qui écrivait L'Autorité, ce sont des bonapartistes, où Cassagnac écrit ceci: un gouvernement qui aurait de la cervelle et du cœur au ventre, prononcerait immédiatement la révocation de Boulanger et la dissolution et l'interdiction de sa Ligue des Patriotes. En effet, autour de lui, s'était constitué avec des roulettes du reste, les champs du soldat, Clairon, la Ligue des Patriotes, et Cassagnac, qui représente l'extrême droite, dit il faut dissoudre tout cela. Qu'est-ce que c'est donc les bonapartistes? C'est des gens qui n'ont pas compris le jeu. Ils ne se sont pas rendus compte, parce que presque tous aussi sont des hommes d'affaires, que la politique du centre-gauche, la politique inventée par Thiers, c'est la meilleure des politiques. Ils ne se rendent pas compte que c'est exactement ça qu'il faut faire pour que le petit jeu de ce qu'on appelle les grands intérêts puisse continuer. Je pense que d'une part, ce sont des agités, que d'autre part, ce sont peut-être des gens qui ne sont pas servis.
Le centre-gauche est assez égoïste. Vous savez, ils sont une petite bande, là, je ne sais pas, une cinquantaine ou une trentaine de messieurs qui se partagent ce qu'on pourrait appeler vulgairement le fromage. Et ceux qui ne sont pas admis au partage du fromage sont furieux. Alors ce sont ceux qui veulent casser la baraque. Hein. Les bonapartistes sont ceux qui disent plus de république, c'est la gueuse, enfin c'est une république ordurière, et il nous faut quelque chose à la place. Mais pas Boulanger, parce que Boulanger passe à ce moment-là encore pour un homme de gauche. De moins en moins pourtant, parce que Clémenceau, qu'il avait beaucoup soutenu, n'a pas beaucoup aimé cette manifestation de la gare de Lyon en se disant mais ça tourne au plébiscite, ça devient le genre Bonaparte. Qu'est-ce qu'il veut faire ce personnage? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? D'autre part, c'est pointé autour de Boulanger un personnage étonnant, suspect, bizarre, qui se fait appeler le comte d'Illon. Il paraît que les vrais aristocrates qui tiennent leurs archives en état, en ordre, ont déclaré qu'ils n'avaient pas le droit de se faire appeler le comte d'Illon. Mais le comte d'Illon est un monsieur qui a beaucoup de relations, grâce à son titre ou à son faux titre, avec la droite, et qui commence à se dire, mais je crois que du côté de la droite, on pourrait peut-être s'arranger pour que des subsides, ce qui est très important, viennent dans la direction de Boulanger. Alors Boulanger va laisser faire le comte d'Illon, tout de même sans se compromettre, pour l'instant, encore trop. Des événements vont le servir. Un scandale, ce qu'on appellera un scandale, du reste adroitement mis en scène, scandale déclenché par la gauche et par l'extrême gauche, et qu'on appelle le scandale Wilson. Président de la République, celui qui avait succédé à MacMahon, le président de la République royaliste, celui-là c'est un président de la République soi-disant républicain, il s'appelait Grévy. Grévy avait été un collaborateur éminent de M. Thiers l'avait fait nommer président de la Chambre. Grévy c'est un homme du Jura, il est de Mont-sous-Vaudrey, c'est un avocat d'affaires, c'est un homme qui s'est enrichi considérablement en donnant des instructions, enfin des indications secrètes à voix basse en tapinois comme ça, aux sociétés industrielles pour frauder le fisc. Enfin, il est arrivé à se faire une considérable fortune. C'est l'homme en or pour le centre-gauche, enfin, il est parfait. Or, il était arrivé à la fin de son septennat, c'est président de la République, en France c'est 7 ans, et il s'était même fait reconduire. La gauche, le centre-gauche, les affairistes trouvaient que Ferry, c'était parfait. Mais à l'extrême gauche, on n'aimait pas Ferry, on n'aimait pas ce Grévy. Alors, voilà qu'on a trouvé un moyen d'essayer de le faire partir. Son gendre, qui s'appelait Wilson, et qui était député, va être compromis dans un trafic de Légion d'honneur. Regardons ça des choses d'un peu près, parce qu'on nous a raconté des blagues, encore comme pour Panama, dont j'aurai bientôt l'occasion de vous parler. On va centrer la bataille, la haine, contre ce Wilson, parce qu'il est le gendre du président de la République. Mais Wilson n'est en fait qu'un intermédiaire. Il s'était constitué un organisme assez curieux de gens qui vendaient, c'est vrai, la Légion d'honneur, et qui envoyaient même des petits prospectus, très en tapinois, hein, ça ne se pas dans la presse, mais sous enveloppe bien fermée, à des gens dont on savait qu'ils désiraient la Légion d'honneur. On leur disait, moyennant un petit versement de 30 000 francs, c'était quelque chose, 30 000 francs à l'époque, je crois qu'on peut y arriver. Et qu'ils étaient les organisateurs de cette petite infamie. Mais ils étaient 3. L'idée avait germé dans la tête d'une femme épouvantable, d'une laideur insigne, c'était pendant une maquerelle, qui s'appelait la femme Limousin. La femme Limousin avait mis dans sa manche 2 personnages extrêmement importants. Elle était rien, il fallait qu'elle ait des accointances haut placées. Elle avait trouvé, pas moins que, le sous-chef d'état-major général de l'armée, le général Caffarel. Le général Caffarel, c'est un homme qui avait besoin d'argent, qui courait les filles, et qui, mon Dieu, se disait, s'il y a une commission là de 10 000 francs sur les 30 000 que les gens vont verser pour avoir la Légion d'honneur, c'est toujours pas mal. Puis il y en avait un autre, dont on parlera le moins possible, parce que c'était un grand seigneur, celui-là, Caffarel, bon, c'est quelconque. C'est un sénateur. C'est un sénateur qui s'appelle le comte d'Andelot, qui est extrêmement apparenté au d'Aussonville, enfin quelqu'un de très bien. Et bien Caffarel et le comte d'Andelot sont les véritables organisateurs de cette vente de la Légion d'honneur. Et comme il faut obtenir de quelqu'un de très haut placé un appui pour les dossiers qu'on leur présente, ces dossiers qui ont été payés 30 000 francs, on s'adressait à Wilson, le gendre du président de la République. Et il est effectif que Wilson trempait dans l'opération et facilitait l'obtention de la Légion d'honneur. Mais les véritables coupables, c'était d'Andelot et c'était Caffarel. Alors la gauche exploite ça tant qu'elle peut pour essayer de déboulonner le petit père Grévy. Grévy essaye de s'accrocher. C'était évidemment difficile pour lui étant donné qu'il avait son gendre installé à l'Élysée même, ce gendre convaincu d'aider à un trafic de la Légion d'honneur. Il finit par démissionner. Ferry qui était dans la coulisse, qui n'avait qu'une idée, c'était de remplacer Grévy et de devenir lui-même président de la République, fait tout ce qu'il peut. Mais en réalité, le centre-gauche, il continue à gouverner tout, a trouvé moyen de dire à Grévy, écoutez, oui, c'est entendu, vous êtes compromis, il faut vous en aller, mais on va mettre à la place quelqu'un de sûr, de parfait, Sadi Carnot. Carnot, vous savez, ça fait révolution, enfin, ça fait le 14 armée de la République. Avec Carnot, on peut être tranquille, ça fait républicain, mais en même temps, c'est un homme de bien. Vous savez qu'il est le gendre de ce Dupont-White, dont je vous ai parlé dans un de mes premiers entretiens, et Dupont-White est un de ceux qui avait dit, la République, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la protection des grands intérêts. Alors l'affaire a pratiquement raté.
puisqu'on n'a pas pu déboulonner Grévy pour mettre à la place quelqu'un de gauche et qu'on a mis quelqu'un qui lui ressemble absolument. Ce qui va se produire maintenant, c'est l'évolution de Boulanger, grâce à Dillon d'une part, et grâce aux bonapartistes eux-mêmes. Pourquoi? Les bonapartistes ont réfléchi, ils se sont dit, mais c'est un homme très intéressant, cet énorme soutien populaire qu'il a, c'est dans les plus basses classes de la population qu'on voit les gens s'enthousiasmer pour ce Boulanger. Ça, c'est utilisable. Au fond, vous savez, c'est exactement ce qui s'était passé en 89. Hein. Quand la bourgeoisie d'affaires de 89 avait décidé de faire reculer le roi pour saisir elle-même les leviers de commande, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle s'était tournée du côté de ce peuple qu'elle roulait, en fait. Hein. On allait faire croire à la petite plèbe qu'on travaillait pour elle. C'était pas vrai. Alors les Mirabeau, les Lafayette, c'était des gens qui s'étaient dit, on va utiliser ce courant populaire, on va lancer les gars contre la Bastille, ils se feront tuer eux, nous, bien entendu, on restera dans la coulisse, et puis une fois qu'on sera les plus forts, ben, on les tiendra. C'est exactement ce qui va se passer maintenant. L'extrême droite se dit, l'extrême droite bonapartiste, celle qui veut casser la République sans se rendre compte que la République est extrêmement utile pour les grands intérêts, se disent, on peut utiliser ce mouvement populaire. Et c'est vrai, vous savez, et ça marche. Pensez qu'il y a d'anciens communards qui sont maintenant du côté de Boulanger. Et je sais que les communards, c'était des gens qui en avaient enfin, pour la Révolution. Rochefort est un des soutiens les plus éminents de Boulanger. Séverine n'a pas fait partie de la commune, elle était trop jeune, mais elle était l'amie, je dis bien l'amie, hein, pas la maîtresse, de Vallès, et Séverine est passée du côté de Boulanger. Et on voit des gens comme Eudes, le général Eudes, qui avait dit un combattant de la commune, qui est maintenant un des militants les plus considérables, les plus véhéments de Boulanger. Ça s'explique, vous savez, quand on y réfléchit. Pour l'étariat parisien, il n'a pas de quoi se féliciter de cette République. En fait, les deux fois que la République est arrivée en France, en 1848 et en 1870, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le premier soin de cette fameuse République, ça a été de fusiller le peuple. En juin 1848, en mai 1871, ce sont les bourgeois, soi-disant républicains, qui ont tiré sur le peuple. Alors ils se disent, cette République-là, il en faut plus. Peut-être qu'avec Boulanger, on aura autre chose. Vous voyez à quel point c'est utilisable. Alors, les dispositions réelles de Boulanger à l'égard de ces avances que lui fait la droite, je ne suis pas très sûr de ce qu'il faut en penser. Il dira plus tard, Boulanger, oui, c'est vrai, je me suis accointé avec la droite, mais j'avais l'intention de les empaumer, de les rouler, de les duper. Hein. Je voulais me servir de cet appui de droite, et une fois que j'aurais été au pouvoir, ils auraient vu ce qu'ils auraient vu. Au fond, vous savez, je crois qu'il n'avait pas d'idée précise, Boulanger. C'est pas du tout un homme d'État. Hein. C'est un arriviste, un intrigant, c'est un gentil, c'est pas un mauvais bougre. Ce qu'il veut, c'est surtout avoir du prestige. La grande affaire de Boulanger, il faut le dire, et c'est très important, sa grande affaire, c'est sa maîtresse. Il l'aime, ça, vous allez voir pourquoi. Hein. Il l'aime à fond, la petite Marguerite de Bonin. Alors, offrir du prestige à cette femme, ça lui sert beaucoup. C'est Chateaubriand qui a dit il faut de la gloire pour se faire aimer. Ben, il veut de la gloire, oui. Il veut devenir un monsieur très important afin qu'elle soit fière de lui, qu'il puisse lui offrir en sa personne quelque chose d'extrêmement sympathique et beau et avantageux. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais toujours est-il qu'on l'entoure de plus en plus de prévenance du côté de la droite et qu'on va le pousser à des candidatures multiples. À cette époque, c'était encore autorisé en France qu'un candidat puisse se présenter à des tas d'endroits en même temps. Et là, il ne s'agit pas d'en même temps, il s'agit des élections partielles. Il y a perpétuellement des élections partielles. Quand un député meurt, il faut le remplacer. Hein. Alors, toutes les fois qu'il y a une vacance à la Chambre, Boulanger se présente. Et il se présente illégalement, étant donné qu'il est encore dans les cadres. C'est un officier n'a pas le droit de faire de la politique. Il est du reste battu. Mais enfin, il a un certain nombre de voix considérables même. Alors le gouvernement fait une gaffe. Le gouvernement s'est Floquet maintenant, un radical pour rire, et Floquet décide de le mettre à la retraite. Avril 88. C'est une erreur, ça. Le mettre à la retraite, c'est le rendre éligible. Alors vous pensez qu'il va en profiter. Et en effet, il y a deux élections parallèles, partielles mais parallèles, qui vont se produire en Dordogne et à Lille. Il se présente naturellement aux deux élections et il est élu dans les deux endroits. Il va choisir Lille parce que précisément à Lille, ce sont les éléments plébéiens, les éléments populaires qui l'ont poussé. Lille, c'est la région industrielle, comme vous savez. Il a eu un nombre de voix considérable du côté de la petite plèbe. Alors, le voilà député. Il est du reste arrivé à la Chambre en traversant la place de la Concorde avec un carrosse, enfin une voiture élégante tirée par 4 chevaux blancs. Ça a été un enthousiasme indescriptible. Le voilà installé à la Chambre. Il lui arrive un ennui, du reste. Il est député et il se conduit avec l'insolence qu'il estime nécessaire. Il a appelé le président du Conseil, Floquet, il l'a appelé pion mal élevé. Alors, le président du Conseil a pris ça très mal. C'était le 13 juillet 1888. Ils se sont allés, comme on dit, sur le terrain. Ils se sont battus à l'épée, battus pour de bon. Et il s'est trouvé, par malheur, enfin pas de chance pour un officier, c'est le civil qui a gagné. Boulanger a reçu l'épée dans le cou. Ça l'a pas tué, mais ça lui a traversé le cou. Et il a été assez humilié de voir que l'homme qui avait la flamberge au vent était descendu pratiquement par un civil.
Mais enfin, ça ne le décourage pas tellement, et son ami Dillon, le comte Dillon, est en train de trouver de l'argent en masse. Dillon, grâce à ses relations, a mis, si j'ose dire, deux duchesses dans sa manche, la duchesse de la Trémoille et la duchesse d'Uzès, qui sont du reste des femmes ravissantes, l'une et l'autre très riches, surtout la duchesse d'Uzès, et la duchesse d'Uzès va foncer pour 3 millions, ce qui est à l'époque une somme, 3 millions qu'on verse dans les caisses de Boulanger pour qu'il continue ses candidatures. Alors il va démissionner de sa place de député de Lille pour se représenter à Paris, parce qu'il se trouve que le 27 janvier 1889, il y a une élection partielle à Paris. L'élection partielle à Paris, c'est autre chose que Lille ou en Dordogne, hein, c'est une grosse affaire. Alors cette élection du 27 janvier 89, c'est le grand jour de Boulanger. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a 3 candidats. Il y a en effet un candidat d'extrême gauche, c'est un terrassier qui s'appelle Boulet. Et bien c'est frappant de voir que l'extrême gauche n'aura que 19 000 voix, enfin presque rien. Parce que toute l'ancienne extrême gauche, tout le prolétariat va voter pour Boulanger. Il y a un candidat du gouvernement radical, à ce moment-là Floquet était soi-disant radical, il s'appelle Jacques, ce candidat radical. Et puis il y a Boulanger. Et Boulanger va obtenir un nombre de voix incroyable. Il aura 250 000 voix, le Jacques n'aura que 60 000 voix, et puis le pauvre Boulet, le terrassier, aura 19 000 voix. 250 000 voix, vous vous rendez compte, enfin, il est capable de tout enlever. Dans cette nuit, du 27 au 28 janvier 89, où on attend les résultats qui sont donnés avec moins de rapidité qu'aujourd'hui, c'est une foule évaluée à 500 000 personnes qui sont là au pied de l'hôtel où se trouve Boulanger pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, ce qui va marcher. Et on lui crie « à l'Élysée, à l'Élysée ». C'est-à-dire, vous pouvez y aller, prenez un cheval, n'importe quoi, ce que vous voulez, allez à l'Élysée, chassez le président Sadi Carnot, on vous installe. Il ne va pas oser Boulanger. À 1h30 du matin, quand on sait les résultats définitifs, il prend un fiacre, les gens l'acclament, mais on ne sait pas où va le fiacre. Où va-t-il? Il ne va pas du tout à l'Élysée, il va chez Madame de Bonnemain. Et bien ça a été sa catastrophe pour lui. Il avait une chance ce jour-là de faire le grand coup, il ne le fait pas. Alors à partir de là, c'est le déclin. On va voir peu à peu la droite qui avait exalté, qui, au lendemain de l'élection, avait dit « Boulanger est la botte destinée à s'allonger dans les reins de la République ». Le Gaulois qui avait dit « Le peuple réclame un balai ». Le général est vainqueur, donc la République est vaincue. On va le voir qui décline pendant toute l'année 89 et 90. Aux élections de 1889, il n'aura presque plus de voix. Il aura un tout petit nombre d'élus. Les boulangistes, qui n'osent plus d'ailleurs s'appeler boulangistes, qui s'appellent maintenant, ils s'appellent les révisionnistes. Ils veulent faire la révision de la Constitution, c'est-à-dire faire une Constitution consulaire, quoi. Ils sont 40 élus, vous en voyez, sur 600 députés. Ils sont 40. La droite l'a abandonné. Le journal de la droite, Le Figaro, avait publié les coulisses du boulangisme, signé d'un nommé Mermex, qui avait été son collaborateur et qu'il trahit maintenant en montrant qu'il avait des accointances en même temps avec la gauche et avec la droite. Le Figaro va oser écrire, il a profité de la faiblesse d'une femme, duchesse d'Uzès, pour lui soutirer 3 millions, et le Gaulois, après l'échec électoral du 8 octobre 89, dira « Bonsoir, messieurs », le Gaulois, hein, en s'adressant aux boulangistes. Il est fini, le pauvre Boulanger. Il s'est réfugié. On lui avait fait peur, on avait dit qu'il allait être arrêté. Vous savez, l'idée d'être arrêté, pour lui, c'était d'être privé de Madame de Bonnemain, par conséquent intolérable. Il s'était réfugié à Bruxelles. Il va vivre toute l'année 90 à Bruxelles. Le 16 juillet 91, la petite Madame de Bonnemain meurt. Tuberculose ou cancer, on ne sait pas. Enfin, il y avait des mois qu'il restait auprès d'elle, la voyant mourir. Et je vous dis qu'elle meurt le 16 juillet et le 30 septembre, au cimetière d'Uxelles, à côté de Bruxelles, hein, sur la tombe de Marguerite de Bonnemain, il se suicide. Alors Clémenceau aura un mot ricanant que j'aime pas beaucoup. Boulanger est mort et a vécu comme un sous-lieutenant. J'ai pas envie de rire là-dessus. Ça prouvait au moins que ce Boulanger, pour cet homme, il y avait quelque chose, ou un être, qui était plus important même que sa vanité, c'est son amour.